Bonjour, ou plutôt rebonjour, c'est Nick. Voici donc la partie 3 du chapitre 3 de Pawns in the Game, en français Des pions sur l'échiquier, chapitre sur la Révolution française et les hommes qui firent cette révolution. Je vais donc commencer tout de suite la lecture du PDF, toujours en description sous la vidéo. Nous en étions au point 20. Le but ultime, le gouvernement mondial. Afin d'atteindre ce but, il sera nécessaire d'établir des monopoles gigantesques, des accumulations de richesses colossales, si bien que même les plus grandes fortunes des goïms dépendront quasiment de nous et iront à l'abîme avec le crédit de leur gouvernement le jour qui suivra la grande banqueroute politique. Bon, 2017 c'est l'année de l'explosion du dollar normalement et de l'explosion de l'euro. 2018 c'est l'année de la nouvelle monnaie mondiale, toujours voulue par Rothschild. Confère la couverture de The Economist, je crois, couverture du journal en 1988, où on voit un phénix, voilà, et où c'est marqué Prepare for a World Currency 2018. Voilà. Donc préparez-vous pour une nouvelle monnaie mondiale de 2018. Et on voit le fameux phénix, et c'était il y a 20 ou 30 ans. Bon, ça fait 30 ans quoi. Bon, ça donne quand même à réfléchir. Voilà, ces gens-là pensent à l'avant et planifient. C'est ce qu'on appelle faire de la planification. Voilà, 2017, explosion. Et là, on voit bien qu'ils sont en train de nous réaliser, entre guillemets, l'Europe à plusieurs vitesses, qui rembourse pas, qui est dans l'euro, qui est pas dans l'euro. Ils sont en train de parler de ça parce que le système est complètement en faillite. Et d'ailleurs, au niveau de la Federal Reserve, ils sont en train, je crois, de remonter les taux. La fameuse Janet Yellen. Et que, on peut dire ce qu'on veut, mais ça va mettre le chambard. Parce qu'on était pour l'instant au taux négatif ou quasi négatif. Voilà. Donc faites des économies, retirez votre argent et mettez ça dans une boîte à chaussures, et si vous pouvez le convertir en autre chose, convertissez-le en autre chose. Voilà. Le conférencier, c'est-à-dire Rothschild, ajouta alors: vous, gentlemen, ici présents, qui êtes des économistes, pouvez à peine faire une estimation de l'importance de ce plan. Bon, le gars là qui parle, il parle, je crois, c'est au XVIIIe siècle, hein. 18e siècle ou tout début du 19e, c'est-à-dire quand même que ça date quoi. La guerre économique. On discuta des plans qu'il fallait mettre en place pour dérober aux goïms leurs propriétés terriennes et leurs industries. On recommanda la combinaison d'impôts élevés et d'une concurrence déloyale, dans le but d'amener la ruine économique des goïms, celle de leurs intérêts financiers nationaux et de leurs investissements. Bon, vous voyez, ça c'est William Geiker qui a écrit ça dans les années 50 ou 60. Ça date, hein, ça date. Alors, si le type est un conspi, c'est un excellent romancier, hein. Le problème, c'est que ces deux documents, ça, c'est repris ailleurs, et d'écrits antérieurs des véritables conspirateurs, pour le coup, hein. Y compris des protocoles des sages de Sion, et si c'est un faux, donc ce faux, il est vachement bien fait. Alors après, peut-être qu'on l'impute pas aux bonnes personnes, peut-être qu'il est clairement pas imputé aux juifs, mais en tout cas, on peut l'imputer à une partie de la communauté, en tout cas des espèces de financiers véreux. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc quand on vous fait les gros yeux en disant « Ah non, non, les protocoles de sage de Sion, ou ça n'est pas... C'est un faux, d'accord, un faux, mais un faux fait par qui et pourquoi ?» C'est ça qui est intéressant comme question, hein, vous ne trouvez pas? Hein, parce que vous savez, la meilleure astuce, ça consiste à mettre un faux sur le marché des idées ou le marché littéraire, comme ça, tac. Et puis en fait, comme ça, après on dit « Ah ouais, non, mais c'est un truc de conspi et tout. » Et ça décrédibilise tout. C'est-à-dire que les gens, les lanceurs d'alerte, on va les ridiculiser en leur expliquant « Mais non, non, mais vous êtes des conspis, vous n'avez pas compris, c'est un complot, machin, et trucs. » Le but, c'est de montrer la vérité, pour que les gens la contemplent, avec une petite dose d'erreur, un petit mensonge, un machin, et comme ça on va vous dire « Non, mais c'est pas recevable. » C'est super comme technique, hein, super. Bravo. Dans le domaine international, il leur faudrait fixer eux-mêmes, dès que possible, les cours des marchés, ce qui serait réalisable rapidement grâce à un contrôle minutieux
Des matières premières. Regardez qui joue le cours des matières premières en bourse. Les banques. Goldman Sachs, qui fixe le cours de la plupart des matières premières. Vous avez compris tout simplement la City à Londres, très très forte pour les cotations de matières premières. Ou alors vous avez différentes bourses dans le monde, toutes spécialisées sur un certain nombre de matières premières, mais quand vous regardez les États-Unis ou l'Angleterre, ce sont les principales places fortes financières, on peut vraiment le dire. Les autres font du suivisme, hein, du suivisme. Et là, les histoires de Brexit. Pourquoi le Brexit? Quel est l'impact avec la place financière de la City à Londres? Ceux qui veulent peut-être pas connaître l'effondrement de l'euro, alors qu'ils sont même pas dans l'euro. Il y a quoi derrière? Il y a Monsieur Rothschild? Pourquoi? Il a prévu la fin de la monnaie en 2017. Il sait qu'il a intérêt à ce qu'il y ait Brexit, tout en officiellement disant qu'il était contre le Brexit. C'est étonnant quand même. Ce bonhomme est étonnant. Il va vous dire une chose et son contraire, hein, comme ça. Voilà, donc fixer eux-mêmes dès que possible les cours des marchés, ce qui serait réalisable rapidement grâce à un contrôle minutieux des matières premières, à l'agitation entretenue par les travailleurs en vue de la diminution des heures de travail et d'une paie plus élevée, et aussi grâce à l'affaiblissement des concurrents. Le conférencier avertit ses conspirateurs associés qu'ils devraient s'occuper de ces matières et contrôler la situation pour que les augmentations de salaire obtenues par les travailleurs ne leur soient en rien profitables. Bon, alors il y a des histoires d'inflation, est-ce que le salaire augmente aussi vite que l'inflation? Il y a plein de choses, hein. Vous avez des gens qui ont un salaire correct et qui avec le temps ont un salaire qui se dégrade vu l'inflation ou vu l'augmentation des prix, ouais, ce qui est la même chose. Alors après vous avez des inflations déguisées, vous avez tout un tas de choses, le trucage des statistiques. Aujourd'hui, je veux dire, les gens, on voit bien quand même qu'il y a un appauvrissement quand même assez généralisé, à part pour une certaine élite. Point 22. Les armements. On suggéra de lancer la fabrication d'armements pour que les goïms s'entre-détruisent à une échelle colossale. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, et maintenant, a priori Troisième guerre mondiale avec ce qui se passe dans le Donbass. Hein. Les gens ne suivent pas ce qui se passe là en Ukraine et dans l'est de l'Ukraine, c'est grave hein, ce qui se passe, hein, les provocations là. Et ce qui se passe, c'est que la Russie elle commence à céder et qu'il est très probable qu'il y ait une véritable invasion de l'Ukraine sous peu. Il est très probable que ça se passe comme ça. Ça tourne vraiment au vinaigre actuellement. On ne vous en parle absolument pas. C'était très mauvais, très méchant la situation et c'est devenu catastrophique à un point. Il faut faire attention à ça. L'Ukraine, la Russie, là. Ça allume la mèche. Ça est en train d'allumer la mèche, à mort. Je vous conseille d'aller, si vous voulez suivre tout ça, d'aller consulter la chaîne d'une femme qui est journaliste, femme française qui est partie à Donetsk et qui fait des reportages pour la chaîne Donny News et qui participe également à ce qu'on appelle Site Report, un site rep sur une chaîne qui s'appelle L'Éveil français. Et elle vous parle de la situation à Donetsk, à Lugansk et dans l'est de l'Ukraine. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà. Et cette femme s'appelle Christelle Néant, Néant comme N-E-A-N-T. Allez regarder Christelle Néant, interviewée par celui qui détient la chaîne L'Éveil français. Christine Néant, Donny News ou Donetsk. Voilà, cherchez, vous verrez ce qui se passe. Les armements. Les armements. On suggéra de lancer la fabrication d'armements pour que les goïms s'entre-détruisent à une échelle colossale. Pour qu'il n'y ait plus dans le monde que les masses prolétaires et quelques millionnaires, tous dévoués à notre cause, ainsi qu'une police et des soldats en nombre suffisant pour assurer la protection de nos intérêts. Le nouvel ordre mondial, ou le nouvel ordre du monde, les membres du gouvernement mondial seraient nominés par le dictateur qui choisirait ses hommes parmi les scientifiques, les économistes, les financiers, les industriels et aussi parmi les millionnaires, car en fin de compte, tout sera réglé en termes de chiffres. Alors je vois qu'il y avait des notes de bas de page avant. La manière dont la paix temporaire en Yougoslavie fut mise en œuvre peut être citée comme un exemple illustrant l'application de telles directives. Note de la rédaction. Oui.
Toute personne qui suit ces événements sait qu'aujourd'hui que ce plan s'est réalisé à la lettre. Il suffit par exemple de se référer à l'Afrique et d'étudier les raisons pour lesquelles la France a perdu non seulement l'Algérie, riche en pétrole, mais encore l'amitié de la quasi-totalité des pays africains où elle était humainement présente et appréciée. Plusieurs États d'Afrique riches en matières premières sont aujourd'hui dirigés par des agents Illuminati. On appelle ça la France-Afrique, et puis avec des dirigeants qui font tous partie des réseaux maçonniques et qui sont initiés à la Grande Loge nationale de France ou au Grand Orient, je ne sais plus. Ils bradent les richesses de leur pays aux multinationales que contrôlent les banquiers internationaux. Il y a l'affaire aussi du franc CFA. Si bien qu'en 15 ans, non seulement le prix des matières premières s'est effondré, mais ces pays africains, normalement qui devraient être riches, ont des dettes nationales qui explosent et, de fait, dépendent plus que jamais des prêteurs d'argent, lesquels sont enfin en voie de constituer un véritable monopole sur ces précieuses matières premières. Attendons-nous donc à ce que bientôt les prix de celles-ci explosent littéralement et que les nations européennes et américaines se ruinent pour les acquérir. Note de la rédaction. À mes amis africains, je dirais que peu ou prou, c'est la même chose qui se passe en Europe et en France. Voilà, et ensuite que, certes, il y a bel et bien complot, mais que le complot, bien souvent, c'est nous-mêmes qui le faisons en n'agissant pas et en ne nous organisant pas intelligemment. Si la politique est vérolée, il faut aller sur un autre terrain. Et il y a beaucoup d'autres terrains à envisager. Le problème, c'est l'esprit de mollesse actuel avec la télévision et les émissions débiles. Non pas que la télé soit un mauvais instrument, ça pourrait être quelque chose de remarquable, mais vu ce qu'on en fait... Voilà. Alors, point 24, donc on est toujours dans le discours de Rothschild, là, c'est aux orfèvres, banquiers et aux financiers. L'importance de la jeunesse. On fit remarquer fortement l'importance qu'il y avait à capter l'intérêt de la jeunesse. Donc tout ça c'est un compte rendu, parce que vous imaginez bien que c'est pas le discours de Rothschild, mais c'est peut-être ses notes, ou c'est peut-être quelqu'un qui a pris des notes, voilà. En tout cas, Gaïcard parle de ça, je ne sais pas quelles sont précisément ses sources, il donne ça. Ça ressemble beaucoup au protocole des sages de Sion. Bon, mais si c'est inventé, on va dire que c'est bien trouvé. Si non è vero, è bene trovato. Nos agents s'infiltreront dans toutes les classes, à tous les niveaux de la société et du gouvernement, dans le but de duper, d'hébéter et de corrompre la jeunesse de la société en lui enseignant, nous le savons, de fausses théories et de faux principes, y compris des thèses scientifiques bidons, orienter les gens dans des mauvaises directions avec de faux complots, où les gens perdent un temps fou à démêler le vrai du faux. Alors, note 64. Voilà pourquoi les régimes socialistes européens viennent de prendre plusieurs dispositions entourant de contraintes la scolarité à la maison, contraintes destinées officiellement à la protection des enfants par rapport aux sectes, officieusement à l'obligation d'endoctrinement des enfants aux valeurs, on va dire païennes, enfin plutôt athées, et antichrétiennes, dans les écoles laïques et privées de Dieu, parce que même les écoles privées, ça n'est pas ce que ça devrait être. Voir les pages 130 à 146 de l'ouvrage Maitreya sur ce point. Bon, alors l'ouvrage de Maitreya, ça doit être édité par les éditions Jacques Delacroix. Voilà, édition Jacques Delacroix, et c'est ces éditions-là qui éditent et rééditent les RIS série grise et RIS série rose, qui étaient à l'époque des publications de l'abbé de Monseigneur Join, voilà, RIS R.I.S.S. C'est pour Revue internationale des sociétés secrètes. Vous avez série rose et série grise. C'est réédité par donc les éditions Delacroix. Édition Delacroix qui publie d'autres ouvrages qui sont assez intéressants. Je vous recommande d'aller faire un tour sur leur site, édition Jacques Delacroix. Bon, alors c'est un super conspi lui aussi. Donc, les parents négligents sur cette question feraient bien de lire le Saint-Curé et la famille de Monseigneur Convert, donc le Saint-Curé c'est le Saint-Curé d'Ars, ou l'encyclique Divini Illius Magistri, l'éducation chrétienne des enfants.
Donc, encyclique du 31 décembre 1929 de Pie XI pour comprendre l'enjeu de leur responsabilité dans cette affaire essentielle qu'est l'éducation de jeunes âmes confiées par Dieu, car chacun aura à répondre de ses choix devant le juge suprême au soir de sa vie, y compris sur cette question. Note de la rédaction. Pour penser à tous ces enfants qui rentrent le soir chez eux et qui n'ont pas leurs parents parce que les parents travaillent, et les enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui font des bêtises et qui ensuite se piquent le nez. Voilà. Donc le point 25. Ouais, donc point 25. Les lois nationales et internationales ne devraient pas être remplacées, mais utilisées telles qu'elles sont pour détruire la civilisation des goïms, c'est-à-dire des non-juifs. Mais bon, quand vous voyez qui est Rothschild, vous comprenez que cet homme-là et ses acolytes doivent prendre le commun des mortels pour vraiment moins que rien, et que les goïms, c'est tous ceux qui ne sont pas aux manettes financières. Donc je pense que même les juifs, en fait, d'une certaine façon, arrivent à faire partie des goïms, surtout quand on a vu l'introduction de William Gaïkar, quand il parle en fait de ce peuple khazar qui s'était converti au judaïsme et qui n'était pas juif d'origine. Voilà, et qu'en fait ce serait un espèce de mélange de mépris, c'est-à-dire que, bon, voilà, une espèce de mélange de mépris. Donc détruire la civilisation des goïms avec leurs lois, simplement en les entortillant dans des contradictions d'interprétation, telles que la loi sera d'abord maquillée, puis ensuite complètement cachée. Vous voyez, on s'épuise en interprétation de la loi, on pond toujours de plus en plus de lois qui se contredisent les unes les autres, qui ne sont pas appliquées. Ensuite, il y a la couche jurisprudentielle, les gens ne s'en sortent plus. Et tout ça, c'est au nom de la séparation des pouvoirs. Au nom de cette grande démocratie et de tous ces grands principes, on n'avance plus, on n'arrive plus à traiter les dossiers. Bon, visiblement, donc, la main droite ignore ce que fait la main gauche, la main droite ignore ce que fait la main gauche. Voilà ce qui se passe donc officiellement avec la séparation des pouvoirs. Parce que si c'est la lutte des classes au sommet de l'État pour les différents pouvoirs, qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Ça ne peut strictement, absolument rien donner. Hein, bon. Monde de fou. Notre ultime but est de substituer l'arbitrage à la loi. Vous savez, l'arbitrage, c'est une justice privée. Bon, alors moi, j'ai rien contre la justice privée, mais quand c'est à l'échelle des États, à l'échelle des continents, à l'échelle de grands groupes industriels ou commerciaux et de multinationales, et que tout d'un coup, vous avez des conglomérats suffisamment importants pour tordre le bras des États et leur imposer de passer par le biais d'un arbitrage privé, c'est particulièrement délétère. Là, on voyait ça avec le TAFTA, ou le TTIP, le CETA. C'est-à-dire que maintenant, des grandes multinationales peuvent faire des procès aux États. C'est le rêve de ces financiers et de ce Rothschild et de ces espèces de banquiers. Il faut pas le nier. Alors si déjà les États ne sont plus rien, qu'est-ce que sont que les individus? Hein, vraiment. Le conférencier dit alors à ses auditeurs, mais ça c'est incroyable, parce que vous voyez, cette histoire d'arbitrage par rapport à la loi, c'est extrêmement récent. C'est très très récent de favoriser l'arbitrage privé par rapport au droit public des États. Hein. C'est extrêmement récent. Et alors ça a été écrit il y a vraiment longtemps. C'est sidérant. C'est-à-dire un truc pareil, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Je suis juriste à la base, donc moi je vois ça, j'hallucine quoi. Hein. Vraiment j'hallucine. Dire qu'il n'y a pas de complot, c'est se foutre du monde. Dire qu'il n'existe pas de complot, c'est déjà un complot en soi. Voilà, tout simplement. Le conférencier dit alors à ses auditeurs, vous pouvez penser que les goïms se précipiteront sur nous avec des armes. Mais à l'ouest, nous avons prévu, face à cette éventualité, une organisation pratiquant une terreur si épouvantable que même les cœurs les plus vigoureux trembleront. On appelle l'underground. Les réseaux occultes, le monde souterrain, tout cela sera installé dans les capitales et les villes de tous les pays avant que ce danger ne menace. On peut penser au terrorisme, quel qu'il soit, hein. Terrorisme politique, terrorisme dit religieux, parce qu'il y a réellement, je veux dire, là, les tocards là, qui jouent au djihad, là, ou tout ça,
c'est basé effectivement sur une religion dévoyée, et dire qu'ils ne sont pas musulmans, c'est effectivement un mensonge. Ce sont des musulmans, mais de mauvais musulmans qui pratiquent mal, et le problème c'est qu'il n'y a pas de pratique vraiment codifiée de l'islam. Hein. Il y a plusieurs écoles juridiques, et il y a eu tout un tas dans l'histoire d'écoles qui étaient particulièrement obscurantistes. Ça s'est fait à toutes les époques, et ce n'est pas qu'avec le Daesh. Hein. Bon, là, il se trouve qu'ils ont décidé de s'occuper donc de ces gens-là. Mais en Ukraine, vous voyez, ils utilisent des milices néo-nazis. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables de se créer des underground et des réseaux occultes en utilisant des crapules. Voilà. Bon, là, apparemment, en France, ce sera les réseaux djihadistes. Voilà, je vous l'annonce, hein. Les réseaux djihadistes. Après, vous avez les trucs d'Antifa, les trucs avec Soros. Et ils se complètent très bien, tous ces gens-là. Ils sont très forts. L'emploi du mot Ouest est d'une grande signification. Il montre bien que Rothschild s'adressait à des hommes du mouvement révolutionnaire international qui avait démarré dans la zone de colonisation de l'Est. Voilà, c'est lutte entre l'Occident et l'Orient. Voilà. Bon, c'est ce que dit Gaïka, c'est assez probable. Vous savez que Rothschild, donc ça veut dire écu rouge, et qu'en fait, ce que dit Gaïka, c'est qu'en fait, écu rouge, c'est parce qu'ils se servent d'Édom, Édom qui veut dire roux ou rouge. Ils se servent donc en fait de nous, parce que Édom c'est les Occidentaux, les chrétiens et le monde occidental. Ils se servent des Occidentaux comme ça, comme d'un bouclier pour faire leur petit coup et se réfugier derrière. Comme ça, hop, c'est génial, hein. Comme ça, hop, on se planque derrière un bouclier. Voilà, voilà ce que c'est que l'écu rouge, pourquoi on les appelle Rothschild. Sympathique ces gens-là, agréable. Il est fort à propos de rappeler que Moïse Amschel Bauer, avant de s'établir à Francfort, avait exercé son métier d'orfèvre et bijoutier dans toute l'Europe de l'Est, puis de l'Ouest, où il avait certainement rencontré les hommes auxquels son fils Amschel Mayer s'adressait. Tout cela se passait après que de simples prêteurs d'argent, il fut devenu banquier, après l'établissement de la maison Rothschild dans la Judenstrasse, donc rue des Juifs, à Francfort-sur-le-Main, où l'on dit que la réunion dont nous venons de parler se serait tenue en 1773. Donc c'est bel et bien avant la Révolution française, en sachant que Rothschild, c'est celui qui qui est le donneur d'ordre des Illuminés de Bavière, et que le chef des Illuminés de Bavière, c'est Weishaupt, mais que le chef de Weishaupt, c'est Rothschild, et que ces fameux Illuminati ou Illuminés de Bavière seront les pères fondateurs de la future République américaine, mais également les leaders révolutionnaires en France et dans d'autres pays d'Europe. Je suis quand même curieux de savoir comment ce Gaïka en fait a trouvé cette source, parce que c'est quand même assez balèze. Voilà, bon voilà, professeur Nilus. Terminé au point où nous sommes arrivés, je me suis... Ouais. Alors je sais pas quelles sont ces sources, mais ce qu'il faut savoir de Gaïkar, c'est que là juste après il vous explique que les protocoles de Sage de Sion vont dans le même sens, et que c'est une actualisation précisément de ça. Mais Gaïkar, en fait, William Gaïkar était un officier quand même des services de renseignement canadiens, et qu'il avait des contacts, comme on dit. C'est quand même balèze d'écrire une chose pareille. Quel est l'intérêt d'aller taper sur une conspiration juive qui n'existerait pas quand on voit qu'elle se réalise et quand on voit quels sont les banquiers qui l'organisent? Vraiment, c'est impossible d'expliquer que Gaïkar a écrit quelque chose de faux. Il a réellement des sources. Or, c'est pas précisé. Il dit que la réunion s'est tenue en 1773, et vous êtes là, c'est rageant. La vraie source qu'on trouve ensuite, c'est les protocoles de Sage de Sion, dont on nous dit qu'ils sont faux, alors qu'en fait, ils sont authentiquement vrais, mais c'est un faux, c'est effectivement un faux, mais à qui en fait on attribue la paternité faussement à quelqu'un, alors qu'en fait c'est réel, le fond est réel. C'est un gros problème. Gros problème. Et quand vous voyez là dans cette présidentielle française actuelle, le camp Les Républicains, donc avec Fillon,
il s'est tellement fait taper dessus que dans son camp, vous avez des soutiens de Fillon qui ont fait une caricature de Macron avec un chapeau de banquier avec soi-disant un nez de juif. Mais quand vous regardez, il n'a pas un nez de juif ni quoi que ce soit. Simplement qu'on le montre en grand financier ce que vous voulez. Tout le monde a dit que c'était de l'antisémitisme. Mais c'est qui Macron, sincèrement? C'est qui? C'est pas un type qui a travaillé dans la banque, il n'a pas travaillé pour Rothschild, il n'a pas travaillé pour des affameurs? Sincèrement? C'est pas une crapule et une ordure? Et le jour où on le représente avec un chapeau de banquier et un nez long, alors que justement, ce fameux Macron, il a le nez long, enfin, hurler à l'antisémitisme, c'est tellement pratique. Posez-vous la question, et là, même les juifs, là, posez-vous la question, c'est qui Macron? C'est qui cette ordure? Hein? Mettez-vous de notre côté. Hein? Mettez-vous de notre côté. Et je vous invite là, à aller regarder le documentaire de Yuri Lina, Dans l'ombre d'Hermès, très très important là. Très intéressant. Hein, parce que le faisceau d'indices, il est quand même assez concordant. Comme nous pouvons le constater, le plan primitif de la conspiration se termina au point où nous sommes arrivés ci-dessus. Je me suis assuré personnellement que les documents tombés dans les mains du professeur Sergei Nilus en 1901, donc un russe, et qu'il publia sous le titre de Jewish Peril, je ne sais pas comment ça dit, le péril juif, donc publié en 1905 en Russie, était une amélioration du complot primitif. Donc une actualisation tout simplement du discours de Rothschild. Voilà. Il n'y apparaît aucun changement dans la première section, mais des additions nombreuses révèlent comment les conspirateurs ont utilisé le darwinisme, c'est-à-dire l'évolutionnisme, le marxisme, c'est-à-dire le communisme international, et même le nietzschéisme, qui sera le proche parent du nazisme. Plus important encore, les documents découverts en 1901 révèlent comment on devait utiliser le sionisme. Vous savez qu'il existe en fait des sionistes qui sont sionistes de bonne foi, il n'y a pas que des salauds, il y a des gens qui veulent un territoire et un pays, parce qu'on leur a beaucoup tapé dessus, ce qui est vrai, il y a eu tellement de pogroms et de chasse aux juifs, qui est avéré. Mais chasse aux juifs, vous savez, si c'est malheureux, c'est bel et bien parce qu'on était incapable de faire le tri dans cette communauté avec ces espèces d'affreux affairistes qui sont le fléau de toute communauté humaine, les juifs vivant de diaspora en diaspora et n'étant jamais réellement chez eux, c'est facile de les virer. Voilà, et nous en France, nous avons également des véreux, bien français, tout ce que vous voulez, on ne sait pas comment nous en débarrasser, et les juifs, c'était beaucoup plus facile de les chasser. Voilà. En sachant qu'il y avait une prédominance dans le monde des affaires et de la finance depuis très longtemps de ce milieu juif, milieu évidemment pluriel. Voilà, donc il existe effectivement différentes formes de sionisme, et ils ne sont pas tous aussi criminels les uns que les autres. Voilà, parce qu'un sioniste, c'est avant tout, je pense, un patriote, et malheureusement, on peut utiliser le patriotisme dans le mauvais sens. Mettez-vous à la place des gens persécutés. La persécution des juifs, c'est absolument exact. Et les pogroms subis étaient effectivement une horreur. Bon, l'histoire est faite d'injustice. Et il ne devrait, tout sioniste un peu juste ne devrait pas tenir rigueur des persécutions aux populations. Un certain nombre de populations. Voilà. Ils devraient regarder leur chef, vers leur chef, les gens, là, comme ça. Ils savent bien d'ailleurs que leurs chefs ne sont pas parfaits. Il suffit de lire les écrits d'un certain nombre de responsables de juifs qui voient clair là-dedans, dans cette espèce de sale business. Hein, tout comme nous avons également des leaders en France, des hommes politiques qui dénoncent les magouilles. Alors ils sont de moins en moins nombreux, mais des gens honnêtes, il y en a partout. Je tiens à le préciser, il ne s'agit en aucun cas de se venger d'une communauté. Je n'appelle pas à la guerre envers les juifs. Et je pense que beaucoup en sont très malheureux et très anxieux. Voilà. Et nous devons nous rappeler que le sionisme ne fut organisé qu'en 1897. Voilà. Donc ça... Ouais. Tout ça, ça correspond bien au faisceau d'indices. Donc c'était fin de la page 64, tac tac.
j'arrive à la fin de ma demi-heure. Je vais donc continuer dans une prochaine vidéo. Ce sera la partie 3 du chapitre 3 sur la Révolution française. Toujours, voilà, toujours toujours sur YouTube. À tout à l'heure.